tout de suite, la seconde partie de notre débat. On va reparler évidemment de ce sommet de Minsk qui s'est ouvert tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que le statut de l'Ukraine qui pose question, il y a également la ligne de front, l'échange des prisonniers. Mais tout d'abord, sur le statut quand même de l'Est de l'Ukraine, Volodymyr Pozelski, est-ce que Kiev serait d'accord pour une fédéralisation ? Parce que, écoutez, la fédéralisation, c'est justement ce que veut la Russie. C'est-à-dire, le plan de fédéralisation prévoit que l'Ukraine reconnaît de facto l'indépendance de ce territoire. Parce que si l'Ukraine ne contrôle pas la frontière russo-ukrainienne, si les troupes russes, Poutine ne reconnaît pas qu'il y a des troupes russes, il ne sort pas de ce territoire. Et donc, il n'y a aucun levier de pouvoir de l'Ukraine sur ce territoire. Donc, l'Ukraine, dans la foulée des accords de Minsk, le Parlement ukrainien a adopté la loi sur le statut spécial du Donbass, qui prévoyait la tenue des élections locales selon la législation ukrainienne. Ce qu'ils ont fait des séparatistes, ils ont organisé leurs propres élections, ils ont proclamé leur indépendance. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des divergences de fond. Déjà, notre débat, il montre ça. Parce que si vous écoutez M. Dekotchko, qui est le propagandiste du Kremlin, et agent du Kremlin, oui, il va vous parler. Et vous êtes le propagandiste de qui, non, alors, pas du tout. Allez, revenons sur le fond du débat. On ne va pas s'invectiver parce que ça n'avance pas. On revient sur le fond du débat. Le fond du débat, je dis que le conflit sera gelé parce qu'il n'y a pas de solution politique. Parce que ce que les Russes proposent, ce que les séparatistes proposent, que l'Ukraine finance cette région-là sans aucune possibilité de contrôler et de mener sa politique dans cette région. C'est-à-dire, on propose aux Ukrainiens d'organiser les élections. Mais l'Ukraine n'aura aucun contrôle sur la tenue de ces élections. Il n'y aura aucun contrôle sur la dépense, comment cet argent sera dépensé. Il n'y aura aucun contrôle sur la prise de décision. Si les séparatistes restent au pouvoir, Mais ce qui est gênant aussi, il faut le dire, pour les Ukrainiens, si demain il y a un État fédéral, c'est que si Kiev, le pouvoir central, décide de se rapprocher de l'Union européenne, s'il y a fédéralisation, l'Est peut poser son veto. C'est ça quand même la différence entre la centralisation et la fédéralisation. Justement, il faut faire de la Russie une Bosnie avec l'État ingouvernable, avec les institutions qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Jacques Millard, moi je vous donne la parole, Dimitri Dekotchko, mais j'aurais quand même, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que nous, Européens, on a capitulé déjà sur la Géorgie, on a laissé passer finalement l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, aujourd'hui, qui est contrôlée par les Russes, qu'on a lâché la Crimée aussi, les Russes disant finalement la Crimée est russophone, la Crimée nous appartenait, etc. à l'époque, mais finalement les Turcs pourraient dire aussi la Crimée nous appartenait à l'époque. Et qu'aujourd'hui, on va peut-être lâcher sur l'Ukraine de l'Est. Quelle sera l'étape Vous parlez comme Madame Clinton. Non, mais quelle sera l'étape d'après? On peut se poser la question. Attendez, il faut quand même raison garder. Il ne s'agit pas de blanchir les Russes, ce n'est pas les poussins du jour, je vous l'accorde. Et que, bien évidemment, ils ont aussi leur part de responsabilité dans tout ce qui se passe. Mais il faut quand même garder raison. Malheureusement, on a eu la fin de l'URSS et ça s'est passé, la dislocation de l'Empire soviétique s'est passée dans des conditions rocambolesques. Bon, quelques camarades qui étaient ambassadeurs m'ont expliqué en disant « alors je te donne ci, je te donne ça, la flotte, etc. » Ça s'est fait de manière très rocambolesque. N'oubliez pas que le rattachement, par exemple, de la Crimée à l'Ukraine, c'est une décision administrative à l'intérieur de l'URSS, le tout reste en 1954, le tout restant contrôlé par Moscou. Donc on a une espèce de fin d'empire, etc. Et donc, vous avez raison de dire qu'ils ont avancé un certain nombre de points. Ça, vous êtes d'accord? Vous dites qu'ils ont quand même grignoté des territoires. Je ne dirais pas grignoter des territoires. Il s'est passé quelque chose où, à la fin de l'URSS, il y a eu un mauvais découpage parfois. Bon, ça c'est clair, qui correspondait à un certain nombre, je dirais, d'arrondissements administratifs de l'Empire soviétique. Et l'ethnie, malheureusement. Alors qu'il y ait du côté européen aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple l'ensemble des États baltes, qui ont une histoire tourmentée avec l'URSS, vous prenez la Pologne, etc., vous avez beaucoup de prévention. Mais aujourd'hui, tel qu'on regarde les choses, ce que je dis, c'est que si les Américains décident de livrer des armes, alors là, on est parti pour la gloire. On ne sait pas où ça va s'arrêter. On monte d'un cran dans ce qui est véritablement un danger de guerre. Parce que, cher ami, je comprends parfaitement vos thèses de l'intégrité. Vous savez, je suis spécialiste du droit international. Je sais ce que c'est que, 1, l'intangibilité des frontières. On le voit en Afrique, on voit ce que ça donne. 2, la souveraineté, effectivement, sur l'ensemble du territoire. Croyez-vous que Kiev est capable militairement de reconquérir ces territoires? Allons,
faut pas rêver. Et c'est un très grand danger. Si vous vous lancez dans cette aventure, je peux vous dire que le petit ours qui est de l'autre côté et qui ne sommeille plus, on va à l'affrontement direct. Et c'est ce que veulent éviter François Hollande et Mme Merkel. Mais Jacques Donc il Millard, faut trouver un compromis. Est-ce qu'il faut à chaque fois, parce qu'on a peur de la guerre, parce qu'on a peur du conflit... Non mais attendez, vous êtes bien gentil. Mais non, je vous pose la question. De capituler à chaque fois... Il ne s'agit pas de capitaler, il s'agit de trouver un compromis. Il s'agit de trouver un compromis entre ce qui est aujourd'hui apparaît comme irréconciliable de part et d'autre. Et il y a un moment où les puissances doivent dire stop. Parce que j'ajoute une chose, c'est que du côté américain, la chose n'est pas aussi simple. Vous avez effectivement quelques faucons du côté du Congrès, mais Obama, il y va doucement et prudemment. Jacques Rupnik, vous voulez réagir à Dimitri Koshko, ensuite, oui. Je voudrais d'abord commencer par une mise au point. C'est les accusations que lance monsieur, notamment sur le fait que je serais propagandiste. Oh oui, mais ça, on va arrêter. Non, on va arrêter parce qu'on vous vous rendez compte, ce genre d'accusation, dès qu'on dit quelque chose qui n'est pas dans le courant on n'est pas là dominant, pour s'invectiver qui est on payé commence par à qui, accuser les gens. on n'en sort plus. C'est un vieux procédé d'essayer de décrédibiliser les thèses qui sont défendues. C'est important quand même, parce que j'ai été victime de certaines attaques dans la presse qui sont totalement justifiées et que je trouve odieuse. Bon, maintenant, pour la fédéralisation. Pour la fédéralisation, il faut mettre au point une chose. Je voudrais savoir, c'est que veut Vladimir Poutine. La fédéralisation, mais j'en sais rien, je ne suis pas Poutine. La fédéralisation, malheureusement, comme l'a dit M. Rupnik, non, l'État ukrainien ne l'a jamais proposé, sinon il n'y aurait pas eu de mort. Les gens qui ont été brûlés vifs à Odessa en mai l'année dernière, ils étaient justement qualifiés de fédéralistes. En quoi, d'autre part, une fédération empêche-t-elle l'État central d'avoir des leviers de commandement si la Constitution est bien fichue? L'Allemagne est fédérale, que je sache. La Belgique est fédérale. Ça a réglé le problème linguistique de la Belgique, notamment, comme pourrait être réglé le problème linguistique de l'Ukraine, qui malheureusement les a empêchés de traiter d'autres problèmes bien plus importants. Pour ce qui est de l'Abkhazie, de l'Ossétie et compagnie, l'Abkhazie et l'Ossétie, si vous étudiez l'histoire, c'est des problèmes qui remontent quand même à la fin du 19e siècle et aux années 20. Alors que les Russes en aient profité... Si la planète entière doit revenir sur... Non mais attendez, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Et ce qui appartenait aux uns et aux autres... Non, mais attendez, je vous dis pas ça, laissez-moi finir. Je pense qu'il y a une question... Non mais il ne faut pas être schématique non plus. Que les Russes aient profité de la volonté des Abkhazes, des Ossètes et des gens de Crimée pour jouer un certain jeu, c'est évident. De même, ils l'ont joué en Géorgie parce qu'il y avait Saakashvili, qui lui jouait le jeu des États-Unis. Et ils l'ont ressenti comme une menace. Voilà. Et de même, c'est la même chose en Ukraine. Si aujourd'hui, Minsk pouvait aboutir justement à désarmer, à calmer le jeu et à représenter des intérêts européens au sens large de toute l'Europe, ce pourquoi moi je suis, eh bien... tant mieux, on éviterait enfin les intérêts des faucons américains. Jacques Rupnik. Oui, au cœur de tout ça, il y a quand même l'évolution de la politique russe et de la politique de Poutine en particulier. Au cours des, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter, en tout cas des 10 dernières années. Je crois que depuis la révolution orange en Ukraine, je crois que ça a été le vrai tournant. Là, la Russie a changé dans son attitude et Poutine a fait de la reconquête de la périphérie de l'ancienne Union soviétique, une priorité de sa politique. Et nous avons vu jusqu'où ça pouvait mener au cours de la période récente en Ukraine, avec la révolution Euromaïdan, et l'annexion pure et simple de l'Ukraine. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'un territoire d'un État a été purement et simplement annexé par un autre État, par la force. Sans autre forme de procès. Donc là, vous avez un tournant pour tous les Européens. Ça concerne tous les Européens. Vous voulez parler entre Européens. Mais on a été trop faible, Jacques Rupnik. On aurait été beaucoup plus dur à cette époque-là. Mais personne n'a accepté cela et personne ne l'acceptera. C'est pas parce que François Hollande et Angela Merkel parlent à Poutine aujourd'hui à Minsk qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée que... Ils n'ont pas accepté, mais dans les faits, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, il y a des troupes russes dans les faits. Ils essayent de séparer les dossiers, donc il y a refus de tous, Européens, Américains, la communauté internationale, de cette annexion de la Crimée. Parce que, justement, c'est la violation... Il y a des peuples à disposer d'eux-mêmes, on peut résoudre le problème comme ça. Oui. Mais par contre, il y a une situation gravissime dans l'est de l'Ukraine,
qui risque de déraper. Et là, il y a une urgence pour les Européens d'essayer de trouver une solution. Est-ce qu'ils vont la trouver? C'est pas du tout certain. Parce que si on voit l'évolution justement de Poutine ces dernières années, accent sur quoi? La reconquête de l'Empire, le thème impérial, retour à l'idéologie du 19e siècle. Les idéologues qu'il cite dans ses discours, c'est les grands slavophiles, les idéologues impérialistes du 19e siècle. Donc vous avez à la fois l'accent sur l'Empire et la force, le culte de la force et la force. La Russie doit être respectée, la Russie a été bafouée, la Russie doit montrer sa force. Et donc ce mélange de retour de l'idée impériale et de l'idée de la force est une idée préoccupante pour les Européens, surtout appliquée dans le contexte ukrainien. C'est pour ça que la diplomatie est aujourd'hui aux avant-postes, mais ses chances de réussir dépendent justement de la capacité de Moscou à découvrir des limites. Et les limites, c'est peut-être ce que l'on n'a pas suffisamment fixé jusqu'à maintenant. Alors, il faut bien regarder les choses en face. Je suis d'accord avec vous, monsieur, en disant qu'effectivement, dans le discours de Poutine, il y a effectivement le rappel de ce qu'était l'Empire soviétique. Ça, c'est indéniable. C'est indéniable. Il n'en demeure pas moins qu'à certains égards, il a eu le sentiment, la Russie, et là je crois que c'était une faute des Occidentaux en général, d'être dans une sorte de cordon sanitaire et qu'on s'est méfié de lui. Et ça a été très maladroit. Et avec l'Ukraine, il y a eu effectivement des déclarations. Je vous rappelle le communiqué de Bucarest, de l'OTAN. L'Ukraine a vocation à rentrer dans l'OTAN. C'est écrit noir sur blanc. Si, monsieur. Si, monsieur. C'est écrit. Non, je suis désolé. C'est dans le communiqué final. Mais je suis désolé. Regardez les textes. Et ça a été écrit. Mais je suis désolé, vous avez tort. Vous avez juridiquement tort, car c'est effectivement écrit. Et ça a été une faute. Ça a été une faute. Dans laquelle, à l'époque, vous avez raison de dire que la France et l'Allemagne s'étaient opposés. Mais il n'en demeure pas moins que le communiqué. Je suis désolé de vous dire que c'est dans le communiqué final. Bien. Et donc, vérifiez vos textes. Si vous êtes professeur à Sciences Po, vous devez regarder les textes avant de parler. Donc, il est clair que de ce côté-là, on a fait une faute. Deuxièmement, on a collé, vous savez, il y avait l'histoire, c'est les radars. Les radars, soi-disant, pour surveiller l'Iran. Pas exagéré, hein. Ils ont certes des fusées, ils sont au sol, etc. Mais ces radars pénétraient totalement dans l'URSS. Et ça a été d'une maladresse insigne. Donc, il y a de part et d'autre, effectivement, des fautes qui ont été faites. Cela étant, je suis intimement convaincu qu'aujourd'hui, on peut essayer, il faut trouver un accord. Donc, il faut que de part et d'autre, ça descende d'un cran. Parce que si on monte d'un cran, là, c'est la boîte de Pandore. Je vous dis comme je le pense. Bon, juste... La boîte de Pandore, c'est quoi? C'est la guerre en Europe? C'est ce que vous prenez. C'est ce que vous déjà... êtes en train de prôner avec vos propos. On dit on a cédé sur ci, on a cédé. Non, je ne prône pas ça, Jacques Millard. Je pose la question. Si vous la posez en posant la question. Vous voyez bien. Mais il ne s'agit pas de courber les chines. Il s'agit sur l'Ossétie du Sud, sur la Crimée. Ce n'est pas des questions ouvertes. Arrêtez. Là, vous tenez des propos extrêmement dangereux. Je vous le dis comme je le pense. Il faut aujourd'hui dire on se calme. On se met autour de la table, on amène des garanties, parce que l'Ukraine est dans une situation économique déplorable. Donc on a certainement un plan à monter avec l'Ukraine pour remonter cet État. On a aussi du côté Ukraine à leur dire... on se calme, et du côté russe en disant si vous voulez reprendre les relations normales et puis qu'on arrête les sanctions car elles font mal, les sanctions, eh bien calmez-vous aussi. C'est le seul langage qu'on doit mener, mais pas parler de livrer des armes. Là, on va dans le mur. Donc, vous confirmez ce que j'ai dit au début, c'est la doctrine de la souveraineté limitée. C'est-à-dire vous ne reconnaissez pas le droit de l'Ukraine de poser sa candidature à l'adhésion à l'OTAN. C'est-à-dire la Russie a le droit de dire ce que l'Ukraine peut faire, ne pas faire. Allez-y. Ah non, mais attendez, c'est ça. Allez-y. Et d'autre part, donc pour nous... Cuba va rentrer aussi dans le pacte de Varsovie, vous vous souvenez de ça? Pourquoi il y a une divergence de fond? Parce que selon les messieurs, il s'agit d'une guerre civile. Pour nous, il ne s'agit pas d'une guerre civile, il s'agit d'une guerre orchestrée par la Russie contre l'Ukraine, parce que, évidemment, il y avait des divergences politiques entre le supporteur et l'adversaire de Maïdan, mais toutes ces divergences politiques auraient pu être réglées entre les Ukrainiens. Et M. Girkin, le ministre de la Défense, premier ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk, il a reconnu que sans la prise par le commando russe de Sloviansk en avril 2014, le conflit militaire n'aura pas lieu. Et ce conflit militaire aurait dû déjà terminer depuis longtemps, sans implication directe de la Russie, sans les troupes russes, sans les munitions russes, sans les chars russes, sans tout ça.
Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est pas Dimitri de Koshko, est-ce Le que les chef Russes... d'état-major ukrainien Viktor Mouchenko a reconnu qu'il n'y avait pas de troupes russes. Mais il y a du matériel russe quand même qu'ils envoient. Il vient d'où? Sûr, Ah oui, la quand même, Russie ils n'est disent pas quand même ça. neutre. Non, Oui. mais attendez, il y a du matériel russe dans la mesure où c'est du y a matériel des troupes essentiellement russes. Il y a combien soviétique avec des d'Américains dans dépôts le d'armes gouvernement qui étaient essentiellement à l'ouest d'ailleurs. Mais enfin, il y a énormément de dépôts d'armes, vous le savez bien, puisque l'URSS avait fait des tas de dépôts d'armes. c'est n'importe quoi. Depuis toute 6 l'Ukraine. mois, Bon, mais les séparatistes Dimitri de militaires- Koshko. attendez, la Russie n'est effectivement pas neutre dans ce conflit, bien sûr, Évidemment. mais il n'y a pas de troupes régulières à l'échelle, en tout cas, qui est décrite. Il y a des chars de dernière génération. On laisse C'est terminer eux qui Dimitri mènent de la Koshko. guerre. Ouais. Et si on dit ça, on ne comprend rien et on n'arrivera Mais pas regardez. à un arrangement. Justement. Quand Poroshenko fait le coup des passeports qu'il brandit devant à Munich, devant les gens de l'OTAN notamment, mais enfin, il faudrait quand même savoir que les soldats russes n'ont pas de passeport étranger, voyons. Enfin, ils ont une carte Pourquoi militaire. Ils ont montré- Donc c'est ridicule. Ouais. En plus de ça, d'après une source diplomatique que j'ai interrogée, lorsque les Russes, la délégation russe lui a demandé de faire copie des passeports pour vérifier qui sont ces gens, il a refusé. Bon, vous Alors, niez la écoutez, réalité, il faudrait monsieur. savoir, Vous êtes agent c'est le du coup, Kremlin. c'est le coup, Non, il mais faut- on va pas Kremlin. refaire Mais qui est c'est la le le genre coup de journée. Borrell qui brandit la poudre pour Évidemment, expliquer les évidemment. armes de destruction massive de l'Irak. Écoutez, c'est des procédés, de même que l'accusation comme ça, Évidemment. au lieu de répondre sur le fond. Bah, sur le fond, Qu'est-ce qu'il faut il y a qu'on des trouve troupes sur le russes fond en Ukraine. Sur le fond, je C'est voudrais sur le dire fond. aussi une chose, c'est que M. Rubnik, je suis d'accord avec lui pour une fois, c'est vrai qu'il y a un discours nationaliste qui se renforce en Russie. Et à mon avis, c'est dangereux, parce que la Russie se sent au bord de la guerre. Nous, on ne le sent pas, mais quand vous êtes en Russie, je vous jure que vous le sentez de plus en plus. Et c'est pas du tout un effet de propagande uniquement. Il y a Enfin, évidemment un effet de propagande même, c'est aussi. le- Mais vous savez, la propagande ce russe, elle vaut discours a bien été celle d'ici, hein, déclenché puisqu'on vous voit quand même délibérément très par souvent les partout. Non, non, non. Eh bien, Allez, Jacques Rupnik. donc, oui, malheureusement, ça renforce l'aile nationaliste, c'est vrai. Et c'est dommage. Donc, il faut arriver à la paix en Ukraine. Ça, c'est clair. Le discours qui légitime Poutine, c'est le nationalisme depuis 10 ans, 15 ans. C'est une montée en puissance qui devient de plus en plus Ça a changé. virulent, de plus en plus agressif. Et je crois que ça, c'est le... Voilà, et ça marche. Vous voyez que le conflit, la citadelle assiégée, etc., ça marche. Vous voyez dans les sondages, je sais pas, 75-80% des Russes soutiennent. Avec quand même un bémol, il y a des conséquences. Les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, elles commencent à toucher quand même l'économie russe. Le rouble, il a perdu la moitié de sa valeur. valeur, ouais. Le prix du pétrole s'est cassé la figure, divisé par 2. Et donc, les contraintes économiques rendent la marge de manœuvre de Poutine à l'intérieur, vis-à-vis de ses classes moyennes en particulier, parce que le contrat, disons, implicite que Poutine, le régime Poutine avait avec les classes moyennes, c'est... Je vous laisse, en gros, une amélioration de votre niveau de vie, une liberté sur le plan individuel. Vous ne vous mêlez pas de la chose publique et de la politique. Et ça marchait tant que votre économie prospère. Si vous êtes dans la situation que je viens de décrire, avec les sanctions, avec le rouble qui perd de sa valeur et la rente pétrolière qui se tarit, vous avez ce contrat ne peut plus fonctionner. Et donc le nationalisme est véritablement l'ultime ressort de ce pouvoir, car ce pouvoir craint avant tout que l'Ukraine puisse se réformer, se démocratiser et se tourner vers l'Europe. Parce que ça serait un exemple alors très préoccupant pour le régime Poutine. Il faut Il qu'elle serait non trouve seulement 36 aux abois milliards. économiquement, mais aussi politiquement dans une impasse. Il faut qu'elle Jacques trouve Millard. 36 Oui, milliards. je voudrais quand même Jacques dire... Millard, un qu'en mot matière- quand même. Jacques Millard, Oui. un mot quand même. Si ces négociations échouent, parce qu'on peut quand même se poser la question, on ne le C'est souhaite grave. pas évidemment ce soir, mais elles ont échoué. Elles ont échoué en septembre. Le cessez-le-feu n'a pas tenu en décembre. C'est quoi l'étape d'après alors? Qu'est-ce qu'on va Il y a un faire? point d'interrogation à la ligne. Parce que là, il y a un problème. Parce que ce que vient de dire Jacques Ruffin, je ne massacre pas votre nom, je l'espère, c'est que effectivement, vous avez de part et d'autre, je dirais, un isolement croissant. Et ce qui vient d'être dit sur la situation de la Russie, c'est grave. Parce que si vous mettez un partenaire et vous le tenez en adversaire et que vous le mettez dans un coin, la réaction peut être brutale. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le prenne en compte également. Je ne suis pas là pour absoudre M. Poutine, hein. Je vous dis tout net. Je suis d'abord, moi je suis
payé par moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne prends des ordres que par mes convictions. Donc ce qui est certain, c'est qu'il y a le danger, effectivement, de mettre la Russie dans un coin, compte tenu des difficultés, et dire, puisque c'est ça que vous voulez, on va faire face. Et je dis et je répète que la solution américaine, sur laquelle Obama d'ailleurs freine, mais il y a notamment Hillary Clinton, qui est visiblement au Congrès, est une va-t-en-guerre. Avec l'idée que ces Russes, c'est le containment, parce qu'il n'y a pas que là, parce que, vous savez, je peux vous dire une chose, c'est que dans les relations qu'il y a eu entre les États-Unis, dans toutes les révolutions de couleur qui ont eu lieu, j'ai beaucoup d'interrogations sur la politique américaine, je vous le dis. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les Américains qui m'ont apporté des preuves, je dirais des manigances américaines dans tous ces États. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit les Américains jouer plusieurs cartes. C'est pas toujours le département d'État, c'est pas toujours la présidence, mais le drame, c'est que dans la politique si américaine... c'est pas le département d'État, si c'est pas la présidence, c'est qui? Parce qu'il y a de multiples politiques aux États-Unis. Vous avez le Pentagone, vous avez la CIA, vous avez le département de commerce, et vous avez des éléments, parfois, qui échappent carrément au président ou sur lesquels il laisse faire, etc. Donc, aujourd'hui, il est impératif, moi je ne vais pas répondre à votre question d'après, il est impératif qu'on trouve une solution, parce qu'après c'est la boîte de Pandore. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez avec moi encore quelques minutes, le temps d'accueillir Karim Yaoui pour tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mercredi. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Aux États-Unis, les médias qui ont été critiqués pour avoir sous-traité l'assassinat de 3 musulmans. Alors c'est vrai que c'est l'histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était le hashtag le plus utilisé aujourd'hui, pas seulement aux États-Unis, même à l'échelle de la planète. Alors on en parle dans les médias français, ici sur le site du Monde, sur ces 3 étudiants musulmans qui ont été tués en Caroline du Nord. Le site du Point également s'arrête sur cette affaire avec le visage de l'assassin présumé, un homme présenté comme quelqu'un qui s'oppose aux religions. Sur sa page Facebook, d'ailleurs, on trouvait des photos plutôt inquiétantes comme celle de ce revolver. Alors, ces 3 jeunes musulmans, évidemment, sur les réseaux sociaux, on leur a rendu hommage. Il y a une page Facebook qui a été créée pour se souvenir de ces 3 jeunes personnes, une page Facebook qui a accueilli pas mal de signatures en quelque sorte. Et puis le site BuzzFeed qui s'arrête un petit peu sur le profil de ces 3 étudiants modèles, très impliqués dans la vie associative, impliqués aussi dans des causes humanitaires. Alors si ça suscite beaucoup de réactions, c'est pas seulement parce que cette histoire a choqué beaucoup d'internautes, c'est comme le souligne le compte Twitter du Hollywood Reporter, c'est qu'aujourd'hui le hashtag Muslim Lives Matter était un des plus utilisés sur la planète et pourtant les médias en ont très peu parlé. Je vous parlais de BuzzFeed il y a quelques instants. Il faut descendre assez bas sur le site internet de ce média américain qui s'intéresse justement à tout ce qui fait le buzz pour trouver le visage du tueur présumé. Alors beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux comme celle de Michael qui dit moi j'habite à New York et il faut que j'aille chercher l'information dans The Independent qui est un journal britannique. Pourquoi les médias américains ne font pas leur boulot en quelque sorte. Cette autre réaction d'un internaute qui souligne qu'aujourd'hui l'information était plutôt à aller chercher sur les réseaux sociaux et non pas sur les chaînes de télévision américaines. Et puis ce twitto qui a l'air plutôt en colère qui dit sans doute que si le tireur avait été musulman, eh bien il serait sans doute à la une d'un certain nombre de médias. En tout cas des réactions nombreuses et aussi nombreuses sur le traitement de cette affaire que sur l'affaire elle-même. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux français aussi. Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux français, le hashtag a été repris. Un autre hashtag très utilisé aujourd'hui, c'était Chapel Hill Shooting. Pour Anis, ils ont été tués parce qu'ils étaient musulmans et aucun média ne parle d'eux. Alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'un certain nombre de médias ont quand même relayé aujourd'hui cette information. Cette députée tunisienne rend hommage aussi à ces jeunes personnes, 24 et 21 ans. Pour elle, c'est l'islamophobie
qui tue. Elle a partagé cette image toute récente d'un mariage de deux des victimes. Et puis il y a ce tweeto qui s'en prend à quelqu'un qu'on accueille parfois sur notre plateau, qui dit « J'attends qu'Yvan Rioufol demande à tous les athées de se désolidariser de cette tuerie » à cause d'une phrase d'Yvan Rioufol au moment des attentats de Charlie Hebdo, où il avait demandé aux musulmans de se désolidariser, comme s'ils avaient été un instant solidaires de ces actes barbares. Alors il faut préciser à l'égard de ce tweeto que ce n'est pas aux athées de se désolidariser, parce que cet homme se présente non pas comme un athée, mais comme un anti-théiste, c'est-à-dire qu'il s'en prend à tous ceux qui peuvent croire. Et pour clore ce chapitre, simplement, les tweetos ont largement relayé ce message, qui est un message d'une des victimes qui tweetait il y a quelques jours ce message. C'est incroyablement triste de voir que des gens appellent au meurtre des Juifs ou au meurtre des Palestiniens, comme si tout ça pouvait apporter la moindre des solutions. Un tweet qui prend une tonalité bien particulière aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Karim pour cette chronique. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée, tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.